Écrivez pour faire régner la paix. Écrivez pour faire disparaître les pays. Homme des lettres congolais, écoutez, le sang de nos frères et sœurs a longtemps coulé. Votre territoire sur le point d'être banalisé. Lèvez-vous, en tout cas, la nation doit être livrée. Mais où seriez-vous? Pourquoi laissez-vous votre peuple agir? Il est temps que votre plume agisse afin que la guerre finisse. N'écrivez pas pour diviser, n'écrivez pas pour encourager le mal de ceux qui le commettent. Il est temps que l'injustice s'arrête. Grâce à vous, c'est possible, car la plume a une force inestimable. Levez-vous, homme des lettres, ne laissez pas les atrocités se commettre. Je vous remercie. Merci, monsieur le Travaux, de votre communication. Je remercie les organisateurs, notamment les autorités décanales de la faculté des lettres, mais aussi le professeur Samba Mazarin, qui a bien voulu m'associer à cette journée. Ma communication, je l'ai ainsi intitulée République démocratique du Congo, cause et clé à la crise sécuritaire des Grands Lacs. L'avalanche et la pérennisation des conflits en Afrique des Grands Lacs depuis la fin de la décennie 1980 porte en filigrane la question du pourquoi et du comment. Cette donne est une interpellation qui oblige l'intelligentsia de cette région à réfléchir au fin d'une paix durable. Celle-ci, cette paix-là, passe par la cogitation sur le pourquoi de cette longue crise et le comment s'y prendre. La présente communication, qui procède par une approche systémique, s'appuie sur une analyse réaliste et obésienne de la crise. Elle débouche sur un dilemme, d'où la République démocratique du Congo est à la fois la cause et la solution à cette donne belliqueuse qui s'enlise. Cette hypothèse trouve son fondement dans la vulnérabilité défensive, dans l'instabilité politique et dans la dégradation socio-économique de la RDC. L'issue a besoin, la solution a besoin que la RDC soit systématiquement réinventée, aussi bien dans sa superstructure, dans son infrastructure, que dans sa philosophie géostratégique. Notre communication va ainsi essayer de situer la responsabilité de notre pays dans la crise avant de réfléchir sur les types de superstructures et d'infrastructures qui favoriseraient
pour la RDC l'estime et le respect des tiers, notamment ses voisins du Grand Lac. La RDC cause de la donne belliqueuse dans les Grands Lacs. Selon les géographes philosophes allemands, Ratzel, la politique internationale de tout État se trouve dans sa propre géographie. Les Congolais se doivent donc de s'inspirer de la géographie de leur pays pour s'assurer la paix. Chaque fois que la géante RDC oubliera que sa gâchette africaine lui est une raison de plus pour se consolider et resserrer ses grillages, elle deviendra Gulliver, que le nain de Lilliput vont harceler et traîner dans la civière. De par sa position géographique et géostratégique, la RDC endosse des responsabilités assez particulières et déterminantes, aussi bien pour sa propre paix que pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. En clair, il est impérieux pour la RDC de s'inscrire dans la logique de l'équilibre de force avec ses voisins, en se construisant une industrie défensive et une armée dont la dissuasion s'impose pour imposer respect et admiration. Pour les géostratèges Zelensky, on l'a cité tout à l'heure par le professeur Clément, l'équilibre des puissances, l'équilibre des forces n'est pas à confondre avec des manœuvres diplomatiques ayant pour objet de contrebalancer la puissance de notre État ou d'augmenter son pouvoir d'action sur lui. L'équilibre des puissances, l'équilibre des forces, c'est plutôt un équilibre entre les puissances militaires des adversaires virtuels, ainsi que l'existence d'un système relationnel où l'ambition excessive d'un ou de plusieurs partenaires serait dominée par des rapports plus stables. Pour être plus expressif, Zelensky a fait retour à Finlande. Il a remonté l'histoire, qui décrivait comme suit l'équilibre des puissances. Je le cite. Empêcher les voisins d'être trop puissants, ce n'est pas faire du mal. C'est se garantir de la servitude et en garantir ses autres voisins. En un mot, c'est travailler à la liberté, à la tranquillité, au salut public. Le trop grand accroissement d'un seul peut être la ruine et la servitude de tous les autres qui sont ses voisins. Cette attention à maintenir une espèce d'égalité et d'équilibre entre les nations voisines est ce qui en assure les repos communs. Ça, c'est Finlande. Nous sommes à l'âge de Louis XIV. Cet équilibre de force serait un non-sens si l'autorité de l'État n'est pas restaurée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour se préserver et s'éviter la balkanisation,
Il incombe à la RDC de se bâtir la meilleure armée possible et le meilleur service de sécurité du monde. C'est le premier prix à payer si ce pays tient à retourner plutôt en sa faveur l'équilibre international et régional des rapports de force. C'est aussi le prix à payer si ce pays veut arrêter d'être l'exutoire, les déversoirs de toutes les forces négatives qui écument la région. Tous les sacrifices devront être consentis par chaque Congolais pour concrétiser l'érection de cette armée qui sait anticiper les événements pour ne jamais subir les effets de velléités nuisibles d'autres protagonistes, comme cela est le cas aujourd'hui. En définitive, de par ces innombrables ressources naturelles, ses dimensions continentales, sa longue liste de frontières nationales et ses atouts sociaux démographiques, la RDC est appelée à conduire l'attelage sécuritaire de la région et non à subir. Cette obligation n'est pas une option. Le contraire serait une catastrophe, comme ça n'est le cas depuis 30 ans aujourd'hui. Le Congo a besoin de réinventer son infrastructure socio-économique. En 2006, à marge de 50 ans de la Banque centrale, décrivant les climats économiques de la région, ou du moins du pays, le professeur Léon de Saint-Moulin avait stigmatisé les inégalités entre les secteurs économiques et entre groupes sociaux. Dans le cadre libéral du marché, a-t-il renchéri, la croissance ne profite guère qu'à une minorité. 75% de la population urbaine de la RDC et plus de 90% de la population rurale vivent avec $1 USD par jour. Malgré son dynamisme démographique et culturel, la RDC est un pays le plus pauvre du monde. Selon l'indice de développement humain de la Banque mondiale, la RDC est classée 124e sur 160 pays en 1990 et aujourd'hui il est 164e sur 174 avec un PIB de $500. Mais diable, ceux qui ont construit l'Europe, où sont-ils allés chercher l'aide au développement? Ceux qui ont construit ces paradis qui nous attraient aujourd'hui, ces paradis aux portes desquels se bousculent, au prix des brimades, des humiliations et même des vies humaines, la jeunesse congolaise, génération après génération. Où sont-ils allés chercher de l'aide? Combien de fois a-t-on renouvelé le plan Marshall pour permettre à l'Europe de se relever des ruines et cendres de guerre mondiale? N'est-ce pas pour nous une véritable absurdité d'espérer qu'une sincère aide au développement nous provienne de la charité de l'Occident ou de l'Orient? En effet, comment faut-il envisager un essor économique
Là où l'indiscipline, l'inconsistance et les sont dirigés en vertu, là où la tranquillité et la sérénité ont cédé au tapage qui, à longueur de journée et de nuit, annihile la moindre condition de concentration et d'innovation. Que doit-on espérer de grand d'une société où la corruption, la témérité d'enfreinte aux règles élémentaires de politesse, d'hygiène publique et de décence sont transformées en faits de prouesse et de bravoure? À quel type d'envol socio-économique peut-on s'entendre, ou plutôt s'attendre, dans ce pays où l'observance de la sentence judiciaire, la déférence à l'autorité, la soumission à l'agent public, le respect du patrimoine et du bien communautaire sont relégués dans l'anachronisme? Que faut-il rêver d'un pays où l'ensemble de la population croit au miracle du ciel et à la sueur du labeur d'autres peuples pour surmonter la dégradation effrénée de ses conditions sociales? Quel type de citoyen? Une société qui croit fermement à son épanouissement et en sa grandeur peut-elle attendre des rejetons nommés enfants de la rue, à qui la socialisation et la scolarisation ont été lâchement privés? Ces questionnements renvoient à la problématique de la responsabilité qui incombe à l'État congolais d'obligatoirement faire de chacun de ses citoyens un agent nécessaire et utile dans la chaîne de la construction du développement socio-économique, car la grandeur et la puissance d'une nation résultent de l'apport minutieux de chaque citoyen, chaque jour et à chaque instant. De ce fait, l'on doit extirper de la conscience collective congolaise l'idée qu'il existe dans ce pays, d'un côté, la population jouissant du droit de réclamer le bonheur en n'ébrandissant que leurs besoins, et de l'autre, un État à qui incombe exclusivement le devoir de travailler dans le but d'offrir satisfaction à sa population. C'est malheureusement la démonstration que la société congolaise a si longuement été abusée par des discours infantilistes et avilissants, au point qu'on n'y éprouve plus le gel à quémander de l'aumône auprès de quiconque s'y prévaut d'une certaine autorité. Et à l'inverse, il est courant d'entendre parler des dons ou d'actes de charité pour qualifier un bien ou un service fourni par une autorité politique ou administrative, quand bien même cela serait lié aux obligations des fonctions qu'il est appelé à exercer. Au demeurant, quel concept français faut-il utiliser pour qualifier le fait qu'un peuple s'accommode à chercher ses aliments de base à des milliers de kilomètres de chez soi? Naturellement et humainement, il s'agit ni plus ni moins d'un suicide. Que faut-il dire du mimétisme des goûts vestimentaires et alimentaires qui entraîne les Congolais dans une somptuosité contrastant avec la sobriété de ses ressources? Qu'en est-il du recours aux hôpitaux et aux collèges d'outre-mer, où l'on se dépense énormément et où on scolarise les enfants? Et en conséquence, que faudra-t-il espérer de l'efficacité d'une politique publique d'amélioration de ces écoles et de ces hôpitaux? Que faut-il attendre
de cet environnement où la débrouillardise et l'inconsistance s'imposent. Cet environnement où l'on trouve sur l'emprise des chaussées, entre des denrées en vente étalées à même le sol, se bousculant de marchands ambulants qui chahutent à tue-tête pour vanter leurs articles souvent tenus en main, accrochés au cou et enfilés en bandoulière. Dans cette foulée d'agitation s'ajoutent des restauratrices ambulantes, jugeant sur leur tête des bassins d'aliments cuits qu'elles servent, non sans en rajouter au boire, dans des couverts dont l'état hygiénique laisse à désirer. Comme pour couronner cette ambiance de bouillonnement, au bar et au bistrot qui lancent une musique assénante de décibels, alternent des terrasses inondées d'où filent des brochettes continuellement servies aux infatigables buveurs, entre deux épisodes de danse, aux côtés de ces chapelets de lieux de loisirs qui ne cessent d'occuper quotidiennement nos citoyens, de ces comptes des cinémas ouverts à longueur de journée, aux fins d'inculquer aux jeunes les vertus de la pornographie et des arts martiaux d'outre-mer, de leur vanter l'héroïsme de mes aventures idylliques au sens hollywoodien du terme. Et comme pour sanctifier tous ces vacarmes, les maisons de culte religieux, dont les nombres rivalisent les habitations ordinaires, diffusent sans discontinuer des tintamars, des louanges à Dieu. À cette ambiance éternellement festive, se mêlent des pécheurs en eau trouble, dénommés Chélier ou Koulouna. C'est hors la loi qui ne laisse passer aucune occasion pour escroquer. Comment est-il imaginable que de cette ambiance digne de la cigale des fables de Jean de La Fontaine, la RDC réussisse à se défaire du piège de la pauvreté et du développement. Érigée en règle, la débrouillardise a effrité l'autorité de l'État. Ce dernier en est finalement arrivé à se priver lâchement de ses droits imposables sur le travail des citoyens. De cette lâcheté de l'État, il découle une courbe décroissante des ressources financières internes, inversement proportionnelle à l'évolution du poids démographique national. Pourtant, cet État n'en est pas du tout dispensé à accomplir ses fonctions régaliennes et faustiennes, c'est-à-dire administrer la justice, assurer la défense, maintenir la sécurité et l'ordre public, gérer la diplomatie et les affaires étrangères, disponibiliser les finances publiques et préserver la monnaie. C'est ainsi qu'il s'en remet inévitablement aux bailleurs de fonds internationaux qui l'enlisent dans de lourdes et interminables dettes indéfiniment rééchelonnées. Il faut donc décigaliser la société congolaise et estomper cette forme de civilisation du bruit qui l'engloutit et l'abrutit au moment où la concurrence et le travail bien fait sont érigés en règles suprêmes dans les concerts des nations modernes. La débrouillardise doit cesser d'être la règle qui guide les comportements du Congolais, de manière que toutes les énergies des citoyens soient canalisées vers la construction d'une nation dissuasive, forçant le respect des autres. Et qu'en sera-t-il de la superstructure? Pour un grand Congo digne de sa taille et qui est appelé à relever les énormes défis inhérents à sa nature, il faut que les Congolais
intériorise et incarne la notion de l'intérêt général, lequel est défini comme la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique. N'y allant pas par 4 chemins, Madiba Galala avait déjà prévenu qu'au centre du problème de développement, on trouve l'homme, homme des sciences, homme des conceptions et des réflexions, bien sûr, mais aussi des citoyens honnêtes ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à la culture de certains vertus. L'un et l'autre manquent encore au Congo. Le premier doit encore se former et se discipliner. Mais alors, il serait rendu inefficace dans une masse abandonnée à l'habitude de jouir et de rechercher des facilités. Fin de citation. La responsabilité de l'intellectuel passe inévitablement par un sursaut d'orgueil nationaliste et patriotique qui pousserait les Congolais à s'engager dans la recherche de solutions endémiques qui l'émancipent de l'emprise de ces intelligences d'outre-cieux, plus enclines à susciter et même à entretenir des problèmes, plutôt qu'à les résoudre durablement. Force est de constater qu'à ce jour, l'école congolaise ne cesse de naviguer à vue. Elle est sans planification qui agence ses objectifs aux besoins réels de la société et ne dispose par conséquent pas, et ne prédispose par conséquent pas à l'émergence de l'entrepreneuriat. Est-il compréhensible que pour un pays en voie de développement, qui logiquement se devait d'être un vaste chantier où il faut non seulement produire des denrées de base, mais aussi construire des routes, des chaussées, des voies ferrées, des ponts, des viaducs, des logements, des hôpitaux, des aéroports, des ports, des édifices physiques, que dans ce pays, seulement 10% d'écoles et universités s'occupent de la formation professionnelle, technique et industrielle. Aussi, est-il judicieux pour un pays dont les étendues arables représentent 85% d'une superficie de 2 345 millions de km², que seulement 5% d'écoles et universités offrent la formation professionnelle de l'agro-pastoral. Est-il justifiable que dans un pays où l'un des grands fleuves du monde et ses affluents, pays où d'importants lacs et larges eaux territoriales offrent de larges potentialités halieutiques, des écoles produisant des professionnels et des industriels ichthyologiques soient pratiquement inexistantes? De ces constats, il s'est déduit que l'école congolaise est une machine à produire des demandeurs d'emploi, accrochés à la loi du moindre effort et enclin à délivrer les labeurs manuels ainsi que le travail rural de la terre. C'est une école de grossiers plaintifs disposés à remplir des bidonvilles où ils se déguisent dans la débrouillardise, se noient dans l'informel et en rajoutent au lourd fardeau qui grippe l'envol socio-économique du pays.
Il est donc venu le moment d'inverser la tendance. L'école congolaise doit consacrer l'essentiel de ses ressources aux filières de la formation professionnelle, technique et industrielle, avec de nobles objectifs de produire non des demandeurs, mais des créateurs d'emplois qui entreprennent au travers la mise en valeur des ressources naturelles locales et de proximité. Une réforme généralisée du système doit ainsi être engagée pour convertir 80% d'écoles et universités déjà existantes en établissements de formation professionnelle, technique et industrielle. Il faut qu'en terminant les études, 8 enfants sur 10 au Congo soient dotés des aptitudes à initier ou exercer une profession technico-industrielle susceptible d'assurer leur autonomie sociale et de les insérer immédiatement et utilement dans la chaîne de la reconstruction de l'économie nationale. En conclusion, pour s'offrir une paix et une sécurité durable, la RDC est incessamment appelée à se transformer en une puissance dissuasive qui force le respect de ses pairs et qui respecte, dans les limites de ses intérêts, la souveraineté d'autres États du monde et la souveraineté de ses voisins de la région. Les Congolais se doivent, pour ce faire, d'épuiser dans toutes leurs réserves les sacrifices nécessaires pour annihiler la vulnérabilité géostratégique et socio-économique de leur pays. Ils doivent, dans leur mentalité collective, bannir la loi du moindre effort en rompant le dilemme de l'affamé qui ne peut manger faute d'énergie pour produire de quoi manger. Ils doivent promouvoir des réponses endogènes en puisant dans les potentialités locales pour faire face aux inévitables défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Nous vous remercions aussi, M. le chef de travaux, pour votre